Bonjour, je m'appelle Evelyne Joss, je suis psychologue, psychotraumatologue, chargée de cours à l'Université de Metz et j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir sur cette chaîne Résilience Psy Christophe Balico. Bonjour Christophe. Bonjour Evelyne. Donc tu es psychonaute, tu es praticien en hypnose et tu es également maître praticien en PNL. Nous allons aujourd'hui parler des psychédéliques tous les deux. Alors, nous ne sommes pas là pour faire l'apologie des psychédéliques. Nous sommes là pour faire le point sur la question et nous rappelons à toutes et à tous que les psychédéliques actuellement sont toujours interdits en Belgique et en France. Effectivement, tu as raison, il faut poser le cadre. Il faut savoir qu'en Belgique et en France, il est interdit de consommer et de cultiver des psychédéliques, donc champignons, psilocybine, ayahuasca, etc., même à des fins récréatives ou à des fins spirituelles. Bien que, il faut savoir que dans le contexte historique aujourd'hui, on sait que nous avons consommé des psychédéliques depuis plusieurs milliers d'années. En fait, quand on parle de renouveau, à l'heure actuelle, de renouveau psychédélique, on sous-entend que nous en sommes à la deuxième vague. Mais si on veut être honnête, on en est plutôt à la troisième. C'est-à-dire que les psychédéliques, on les a déjà utilisés, par exemple, à l'époque du druidisme ou à l'époque de la Grèce ancienne, notamment dans ce qu'on appelle les cultes à mystère. Dans les cultes à mystère, où on va retrouver par exemple Platon, Socrate, lors de ces cultes, il y avait des libations et lors de ces libations, on utilisait un vin qui s'appelle le kykéon. Et dans ce kykéon, on a retrouvé des traces de plantes psychédéliques et psychotropes. Maintenant, il y a aussi une théorie du stone ape, du singe défoncé, défendu par Terence McKenna, qui, et ça reste une hypothèse, mais qui peut avoir une tendance à se vérifier quand même sur certains points, euh, prétend que nous serions aujourd'hui les humains que nous sommes parce qu'à l'époque d'Homo erectus, nous aurions consommé des champignons à psilocybine notamment, ce qui aurait favorisé, à travers la neurogénèse et la neuroplasticité, la création de nouveaux neurones et de nouvelles compétences comme le langage, l'observation plus fine et la conscience de soi. Voilà un petit peu au niveau de l'histoire il y a plusieurs milliers d'années. Maintenant, si on veut parler de la première vague en Occident, plutôt, ça commence plutôt au niveau de la découverte de la mescaline et du sulfate de mescaline, qui commencera en 1897. Mais la vraie découverte, le point de départ pour les spécialistes en psychédélique, ce sera la découverte du LSD à travers les travaux de Hoffman. Hoffman, à la base, cherchait à travers l'ergot de seigle un médicament urotoninergique, c'est-à-dire pour les femmes qui venaient d'accoucher, pour pouvoir créer des stimulations de l'urètre afin de pouvoir évacuer et nettoyer l'urètre. En fait, il va tester plusieurs substances de LSD. Le LSD, comme on le connaît maintenant, c'est le LSD 25, ça sera la 25 génération de LSD. Et il va faire une découverte tout à fait par hasard. C'est-à-dire qu'à un moment donné, en travaillant sur ce LSD, il va ingurgiter. On ne sait pas très bien comment. Lui, il dit que c'est probablement en se frottant les yeux, mais il va ingurgiter du LSD et il va faire son premier trip sur LSD, alors qu'il ne s'y attendait vraiment pas. Et ça a été vraiment une expérience pour lui terrible. Il a vraiment vécu un moment assez compliqué. Quelques années plus tard, on oublie le LSD, on le remet dans un placard parce qu'on ne voit pas trop bien ce qu'on va en faire, mais Hoffman se dit il y a quelque chose à faire avec ça. Et comme c'est un vrai scientifique, il décide de refaire l'expérience de la prise de l'LSD, mais cette fois-ci volontairement. Sauf qu'à l'époque, il n'a toujours pas de comparatif, donc il va prendre à peu près 5 fois la dose de ce qu'on prendrait aujourd'hui en LSD. Donc il va faire encore une fois un sacré voyage, un sacré trip, et il va découvrir tout un pan du psychonautisme, pardon, et du voyage à travers la conscience. On découvre le LSD, il travaille pour Sandoz. Sandoz est persuadé qu'on peut faire quelque chose avec ça, mais ils ne savent pas trop quoi en faire. Du coup, ils se disent, ben, on va envoyer ça à tous les thérapeutes gratuitement, sur demande. Et donc, ils ont proposé à plusieurs centaines de thérapeutes d'essayer le LSD parce qu'ils avaient l'intuition que ce LSD pouvait être utilisé, notamment en thérapie et en psychothérapie. Il y a même une époque où on pouvait se procurer personnellement du LSD en pharmacie sous prescription médicale à des fins thérapeutiques. Évidemment, on n'en est plus là aujourd'hui.
Il y a eu d'autres découvertes, évidemment, sur les champignons psilocybine, notamment avec le couple Wasson, qui est parti au Mexique. C'est le couple, ce sont les premiers occidentaux à se faire initier au rituel chamanique et de curanderos via Maria Sabina. Ils vont tester les champignons qu'on appelle les champignons magiques et ils vont découvrir la psilocybine qui sera plus tard, une fois encore, synthétisée par Hoffman. Bien plus tard encore, on aura l'utilisation de la MDMA à travers notamment les travaux de Shulgin, Sacha Shulgin. La MDMA qui sera principalement utilisée lors de travail sur les psychothérapies pour le stress post-traumatique. Et Sacha Shulgin, en collaboration avec Léo Zeff, va former une centaine de thérapeutes qui seront spécialisés dans le traitement post-traumatique à travers la MDMA. Donc on voit, les psychédéliques ont une longue histoire, ont été utilisés pendant des dizaines d'années. Entre 50 et 60, on estime qu'il y a eu plusieurs milliers de publications et que plus ou moins 40 000 personnes ont pu bénéficier des travaux de psychothérapie sous LSD, sous champignons ou plus tard sous MDMA. Le problème, c'est que arrive à un moment donné Timothy Leary. Timothy Leary, qui est un psychologue, qui va faire lui-même son expérience sur les champignons. Il va dire d'ailleurs lors d'une interview que en 4 heures de voyage sous champignons, il aura appris plus que selon toute sa carrière sur l'esprit humain. Il est tellement enthousiaste qu'il lance une série d'études, notamment dans l'université dans laquelle il travaille, mais aussi dans des univers carcérales où il va accompagner des détenus sous psilocybine. Et il essaye aussi de faire en sorte de partager ses connaissances avec un maximum de personnes. Ce qui va se passer, c'est que toutes ces, toutes ces expériences vont sortir du cadre clinique et on va avoir énormément de dérives. C'est-à-dire que l'LSD va se retrouver dans le public avec une sorte de mouvement, des prémices de mouvement hippie, 60s, etc. Et surtout que, Timothy Leary était vraiment dans un état d'esprit très différent d'autres thérapeutes il voulait que tout le monde prenne du LSD pour transformer la conscience des gens, ce qui a donné naissance au mouvement de contre-culture. Alors, parallèlement, il y a eu d'autres recherches aussi avec le LSD et les champignons. Humphrey Osmond, qui va aussi s'intéresser à la mescaline, va avoir un premier paradigme, c'est-à-dire que les premiers essais, lors d'essais cliniques, le premier paradigme, c'était d'utiliser le LSD pour faire ressentir au thérapeute ce que pouvait ressentir un schizophrène en pleine crise. C'est ce qu'on appelle le psychotomimétisme. C'est la première vision qu'on avait du psychédélique, c'est-à-dire qu'on allait utiliser une substance pour la transformer et pour donner naissance à des réactions assez étranges. Et il incitait tous ses thérapeutes et ses collègues à utiliser cette substance pour voir un petit peu ce que ça faisait, mieux comprendre leurs patients. Quand il va prendre le LSD, il va se rendre compte qu'en fait, pas du tout. Ce qui se passe, c'est qu'on a une ouverture de conscience, on a un état de béatitude, on a un sentiment de bien-être. Bref, on n'est pas du tout dans une crise schizophrénique, mais plutôt dans un état thérapeutique. Et donc, c'est le deuxième paradigme, c'est-à-dire que Osmond, à ce moment-là, va être plus enclin à utiliser le LSD pour aider ses patients et ses sujets. C'est notamment Osmond qui initiera Aldous Huxley, pardon, à la mescaline. Et c'est lors d'échanges épistolaires avec Huxley qu'il découvrira le mot psychédélique, qui veut dire qui libère l'âme, qui révèle l'âme. Voilà en gros pour le contexte historique. Alors, évidemment, les dérives de Timothy Leary vont alarmer les États, et notamment sous Nixon, qui votera à un moment donné une loi interdisant l'usage de tout psychédélique, étant donné que ça entraînait un mouvement de contre-culture, un mouvement hippie, et surtout, on s'est rendu compte que le LSD, notamment les champignons, sont aussi des empathogènes, c'est-à-dire ce sont des substances qui génèrent l'empathie, et donc évidemment, en pleine guerre du Vietnam, c'était assez malvenu d'avoir une substance comme ça sur le marché et libre d'accès, ce qui donnait évidemment que les personnes ne voulaient plus partir se battre. Et donc, on dit que c'est une des raisons pour lesquelles on a une restriction sous Nixon qui a mis sous annexe 1 toutes les substances psychédéliques. Maintenant, il faut savoir que les psychédéliques n'ont pas été utilisés malheureusement qu'à des fins thérapeutiques. Il y a eu aussi des dérives avec le projet de la CIA MK Ultra, qui a notamment utilisé les psychédéliques
pour essayer de découvrir soit un sérum de vérité, soit de pouvoir manipuler les gens. L'idée étant de, à un moment donné, pulvériser du LSD sous forme de spray au-dessus des adversaires pour les désorienter et faire en sorte qu'ils n'obéissent plus aux ordres. Il y a eu aussi un épisode assez dramatique où on a utilisé le LSD à très très haute dose pour une thérapie de conversion où on a essayé en fait de forcer deux jeunes adolescents décrits comme pervers qui étaient tout simplement deux homosexuels et à qui on a fait prendre du LSD et de l'ibocaïne à très très haute dose pour essayer de faire une thérapie de conversion, ce qui a donné évidemment des résultats assez dramatiques. Voilà en gros pour le premier paradigme. Alors, ensuite, on aura un retour en grâce des psychédéliques, notamment surtout à Rick Doblin qui est le fondateur de MAPS. Alors, lui, il va surtout s'intéresser dans un premier temps à la MDMA, justement, où un an avant l'interdiction de la MDMA, et qui passera elle aussi dans l'annexe 1, il va essayer de présenter au Congrès un article et essayer de défendre la MDMA comme une substance très utile en thérapie. Malheureusement, ça n'aboutira pas. Il créera MAPS quelques années plus tard. Ensuite, MAPS obtiendra de la DEA une autorisation d'utiliser la MDMA dans une étude Princeps. On en parlera plus tard, peut-être quand on parlera des stress post-traumatiques. Et en fait, MAPS va être... Qu'est-ce Oui, que c'est le MAPS? Est-ce que tu peux nous dire? oui. Et la Alors, DEA aussi pour nos auditeurs. donc c'est l'association pluridisciplinaire d'études sur les psychédéliques. Et donc la DEA, c'est un organisme aux États-Unis qui réglemente les substances sur le territoire américain. Donc MAPS, qui était une association, va mettre en place une série d'études sur la MDMA avec l'autorisation de la FDA et de la DEA sur le territoire américain, sous surveillance étroite. Et en 2004, ils auront l'occasion de commencer leurs premières études. Il faudra attendre 2014 pour avoir la publication de ces études qui seront d'ailleurs présentées dans Science, où on aura les premiers résultats très encourageants d'une étude de phase 1 sur l'utilisation de la MDMA sur le traitement des stress post-traumatiques. Alors MAPS continue maintenant à défendre et à faire des études cliniques. Ils en sont à la phase 3, où ils sont en train vraiment d'utiliser la psilocybine, donc le champignon magique, l'ibogaïne, le LSD et la MDMA dans des traitements troubles anxieux et stress post-traumatique. C'est à l'heure actuelle l'association la plus prolifique en études sur le stress post-traumatique. Alors, il y a l'Institut EFTER aussi qui utilise essentiellement le LSD et le champignon. Et eux, ils sont vraiment plus orientés sur la recherche neuroscientifique. Donc, voir un petit peu comment ça fonctionne dans le cerveau, voir quelles sont les corrélations neuronaux, etc., les interactions entre les substances et les neurones. Voilà en gros le contexte historique dans lequel on se situe pour le moment. Alors, tu parles de ces substances qui ont été mises en annexe 1, c'est-à-dire des drogues dangereuses et qui n'ont pas d'intérêt thérapeutique. Est-ce que tu peux nous dire en quoi, en fait, ces substances ne sont pas des drogues, en quoi elles se différencient des drogues? Oui. Alors, en fait, il faut comprendre que le mot drogue a un implicite. En anglais, le mot drogue, drug, D-R-U-G, est le même pour un médicament et pour une drogue dite dure ou dangereuse. Donc nous, en français, par implicite, on associe à drogue tout ce qui est dangereux, tout ce qui est néfaste pour nous. Mais en fait, stricto sensu, oui, les PDL sont des drogues, mais des drogues bénéfiques, au même titre que l'aspirine ou d'autres médicaments que l'on prend tous les jours. Alors, la différence, en fait, par rapport à ce qu'on appelle les drogues dures, donc héroïne, cocaïne, etc., c'est que les psychédéliques ne sont pas des substances qui vont réduire la conscience. C'est-à-dire que quand je prends de la cocaïne ou de l'héroïne, ma conscience est complètement réduite. Elle s'atrophie quelque part. Tandis que quand on prend des psychédéliques, il y a vraiment une ouverture de la conscience, une ouverture à des connexions beaucoup plus vastes, à une empathie, à une connaissance de soi. Mais surtout, il y a des différences aussi au niveau physiologique. Par exemple, on n'a pas d'accoutumance. On n'a pas d'accoutumance avec des psychédéliques. Il y a 4 critères en fait de dangerosité pour une substance. C'est la dangerosité pour soi, pour autrui, le risque d'accoutumance et la nuisance pour la société. Or, si on regarde bon, les nombreuses études qui ont déjà eu lieu
précédemment, pendant les 50 précédentes années, et les études maintenant qui sont en cours, on se rend compte que, mis à part les MDMA, qu'on va mettre un peu de côté, la plupart des psychédéliques ne fonctionnent que sous le système sérotoninergique, c'est-à-dire que la substance va influencer les neurotransmetteurs qui sont responsables de la sérotonine, qui n'entrent pas en jeu dans le circuit de la récompense. Je mets à côté la MDMA parce que la MDMA agit aussi sur le système dopaminergique qui, lui, est inclus dans le circuit de la récompense et, comme on sait, le circuit de la récompense joue dans les addictions. Mais contrôlé, il n'y a pas eu de retour d'addiction par rapport à la MDMA dans les études thérapeutiques. Donc, il n'y a aucun risque d'accoutumance physique, physiologique. Il n'y a aucun risque d'accoutumance psychologique parce que, d'abord, l'expérience en elle-même est souvent pénible. Elle peut être très pénible. C'est pas quelque chose de récréatif. Hein. On n'est pas du tout dans quelque chose d'amusant. On en parlera plus tard, mais il y a un effet catharsis qui est parfois assez désagréable. Ensuite, on est dans les très hautes doses, donc on n'a pas forcément envie de recommencer le lendemain parce qu'on peut être fatigué. Le fait d'utiliser la sérotonine en boucle comme ça fatigue, ça génère parfois un peu des migraines. Donc, ça ne donne pas du tout envie de recommencer. Et l'expérience en elle-même qu'on va vivre sous psychédélique est tellement riche et importante qu'on a besoin d'un temps d'intégration, de compréhension, qui n'incite pas à recommencer, à reprendre des psychédéliques. Alors, il y a aussi sur le critère, par exemple, de la nuisance sur autrui, eh bien, il faut faire la différence entre la substance et le comportement sous substance. C'est-à-dire que on ne va pas interdire l'alcool aujourd'hui parce que je suis dangereux si je bois l'alcool. Il est évident que si je consomme des psychédéliques, il y a une part de responsabilité. C'est pour ça que ces psychédéliques doivent être consommés en présence de quelqu'un qui est ce qu'on appelle un sitter, qui accompagne la personne et qui va empêcher la personne d'avoir des comportements dangereux pour les autres. C'est-à-dire, on ne prendra pas la voiture, on ne va pas utiliser des objets tranchants, on ne va pas avoir de conduite de machine, etc., sous psychédélique. Comme on ne le ferait pas en prenant de l'alcool. Si je bois un verre chez moi ou si je décide de me prendre un apéro, il est évident que je ne prends pas la voiture ensuite. Mais ce n'est pas la substance elle-même qui est dangereuse, c'est le comportement que je pourrais avoir sous la substance. Il faut bien faire la différence. Ensuite, pour ce qui est de l'impact sociétal, elles sont plutôt bénéfiques. C'est-à-dire que quand on reprend, par exemple, les pays comme le Brésil ou l'Amérique centrale, où certaines cultures, donc certains Amérindiens, ont le droit encore actuellement d'utiliser la mescaline ou l'ayahuasca dans des cultes, donc dans l'utilisation spirituelle, eh bien, on se rend compte qu'il y a une corrélation entre une nette diminution des tendances à l'alcoolisme, à la délinquance et à la criminologie dans ces endroits où on consomme l'ayahuasca. Donc, on est plutôt sur un indice positif que négatif. Donc, il faut vraiment faire la différence. On n'est pas du tout dans quelque chose de dangereux, mais vraiment dans quelque chose de positif. Évidemment, utilisé dans un cadre bien précis, avec les bonnes personnes et en connaissance de cause. Oui, et ce qu'on peut aussi ajouter, c'est que les doses peuvent être très importantes sans atteindre une dose toxique, hein. Si on prend par exemple les barbituriques, à l'époque où, donc dans les années 60, fin des années 60, quand les psychédéliques ont été mis en annexe 1, en fait, Oui, on peut dire que les barbituriques sont complètement passés sous les radars. Or, à cette époque-là, c'était les médicaments qu'on utilisait pour les dépressions. On n'avait pas les médicaments actuels et que le risque de toxicité est très, très important avec un risque aussi mortel, ce qui n'est évidemment pas le cas avec les psychédéliques. tout à fait. D'ailleurs, il y a une étude de David Nutt qui a été faite sur 20 substances considérées comme des drogues, et on se rend compte que dans cette étude, on présente le graphique là, eh bien, le LSD et les champignons sont tout en bas, c'est-à-dire que ce sont les substances les moins dangereuses comparées, par exemple, à effectivement des médicaments courants, voire à l'alcool qui est extrêmement dangereuse. D'ailleurs, on pourrait parler ici de ce qu'on appelle l'indice thérapeutique. Alors, l'indice thérapeutique, c'est un ratio entre une dose létale et une dose thérapeutique. C'est-à-dire que au plus ce chiffre, cet indice est grand, au plus la substance est sûre. Eh bien, si on prend l'indice thérapeutique, par exemple, de la psilocybine, du champignon, on est aux environs des 600, 620, alors que l'aspirine, qui est en vente libre et qu'on consomme, est à 200. La nicotine, qui est aussi en vente libre, est à 3,4. Donc on voit que ces substances qui sont interdites, qui sont soi-disant dangereuses, au final, sont beaucoup plus safe que les substances en vente libre. On peut comparer ça avec plein d'autres substances. Hein, mais ça donne un bon exemple, je pense. Alors, on a déjà évoqué
syndrome psychotraumatique, quels sont les Mhm. autres champs d'application? Alors, ils sont très vastes. On en a beaucoup, on en a pas mal. Alors, la substance à l'heure actuelle qui est la plus étudiée, je dirais, en clinique et en psychothérapie, il y a la psilocybine. Alors, la psilocybine est étudiée, par exemple, dans les troubles anxieux, notamment dans les dépressions aussi liées à des maladies graves, comme le cancer et annonce de cancer en fin de vie. On a aussi des très bons résultats sur le traitement des TOC. On a de très très bons résultats aussi sur les troubles alimentaires, les troubles comportementaux. Mais on a aussi l'utilisation maintenant de la psilocybine, c'est assez récent, hein, dans la thérapie de couple. On utilise parfois la psilocybine dans la thérapie de couple. On a aussi découvert que grâce à la neurogenèse qui est typique de la psilocybine, eh bien, on peut commencer à faire des études sur les maladies neurodégénératives, comme la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson. On a aussi de très bons résultats sur les douleurs chroniques et notamment une étude est sortie récemment sur ce qu'on appelle les algies de la face, c'est-à-dire des maladies, des douleurs de la face pour lesquelles il y a assez peu de traitements efficaces et la psilocybine donne de très très bons résultats. Alors, il y a plein de substances. Il y a l'ibocaïne aussi qu'on peut utiliser aussi pour les stress post-traumatiques. On en a parlé, la MDMA qui est principalement utilisée aussi, elle, pour les troubles stress post-traumatiques, mais aussi pour les thérapies de couple, aussi pour les thérapies troubles obsessionnels compulsifs. On a l'ayahuasca qui est aussi utilisé pour les troubles alimentaires, pour l'addiction à l'alcool, aux opiacés, et notamment aussi pour les dépressions. Le LSD, qui est assez proche en fait, hein, dans les utilisations de la psilocybine, tout ce qui est addiction, dépression, etc. La mescaline, qui est utilisée, comme on l'a dit tout à l'heure, dépression et alcoolisme. Alors, je mets volontairement de côté, je ne parlerai pas du cannabis parce que pour des raisons personnelles, je trouve que ça n'a rien à faire. Pour moi, ce ne sont pas des psychédéliques. Et puis, il y a aussi ce facteur addictogène qu'on retrouve quand même pour moi dans les cannabis. Donc, volontairement, je ne mets pas le cannabis dedans. Je sais que tout le monde n'est pas d'accord par rapport à ça, mais voilà. Alors, on a aussi une autre approche. Donc là, on parle à chaque fois, quand je parle de ces traitements, ce sont dans des études cliniques, ce sont dans des études thérapeutiques, mais on a aussi une pratique qui est un peu plus connue peut-être, c'est le microdosage. Alors le microdosage, c'est-à-dire que c'est une prise de substance, mais à des niveaux 20 fois inférieurs à une dose récréative. Le microdosage se fait essentiellement sous LSD ou sous champignon, avec comme objectif ce qu'on appelle un effet nootropique, c'est-à-dire que on utilise le champignon ou le LSD pour avoir une espèce de boost cognitif, et ce qui permet d'être beaucoup plus performant, d'être beaucoup plus proactif. La psilocybine, elle, va rajouter un effet aussi de stabilité d'humeur, c'est-à-dire que ça va pas régler une dépression, soyons clairs, hein, on ne règle pas une dépression en microdosage, mais si je suis un peu déprimé, si je suis un peu down, ou si je suis un petit peu comme ça fluctuant dans mes humeurs, eh bien ça va stabiliser l'humeur. Il y a plusieurs protocoles. Il y a, le plus connu étant celui de Fadiman. Il y a un autre protocole qui s'appelle le protocole de Stamet. Stamet, qui est comment, un mycologue amateur, mais qui est devenu une référence tant il a apporté au monde de la psychothérapie, notamment à travers des psychédéliques et des champignons. Voilà en gros en quoi on peut utiliser les psychédéliques. Maintenant, soyons clairs, et je le répète, il faut l'utiliser dans le bon cadre, il faut l'utiliser dans de bonnes conditions et avec les bonnes personnes. Et je rappelle que pour le moment, en France, en Belgique et dans une grande partie de l'Europe, c'est toujours interdit, même le microdosage. Alors, on a parlé donc des différentes applications. Il y a aussi, et ça peut rejoindre la théorie du singe, hein, c'est qu'aujourd'hui aussi, au CHU de Liège, on utilise maintenant la kétamine dans les Oui, post-coma, donc des personnes qui sont en éveil non répondant, donc elles ont les yeux ouverts, mais elles n'entendent, enfin, elles ne comprennent rien de ce qu'on leur dit, justement parce que les psychédéliques activent des connectivités dans le cerveau. Donc, ça rejoint peut-être la théorie du singe. tout à fait. La kétamine, d'ailleurs, qui a aussi, un peu comme le LSD, été découverte par hasard, parce qu'à la base, c'était un analgésique. Ils étaient en train de rechercher un analgésique. Et ils se sont rendus compte qu'il y a un effet dissociatif, qui est très intéressant en thérapie, justement, parce que ça permet d'utiliser cet effet dissociatif un peu comme une double dissociation, qui est chère à la PNL, mais qui est vraiment vécue, pour le coup, où on est capable d'absorber
les émotions sans qu'elles nous perturbent. C'est-à-dire qu'on est capable d'observer et de travailler sur nos émotions comme un constat, ce que fait aussi la MDMA d'ailleurs. Ça permet de constater les choses, mais sans les ressentir. Et c'est ça qui est très intéressant justement avec la kétamine en psychothérapie, c'est de pouvoir avoir ce recul et d'observer un petit peu la situation sous différents angles. Ce qui nous amène à parler aussi de mon dada, qui est le psychotraumatisme, puisqu'effectivement, les psychédéliques permettent d'avoir, comme tu dis, ce recul et de pouvoir affronter des images que les personnes en général évitent et d'avoir des effets thérapeutiques parce que l'émotion n'est pas la même qu'elle est à l'état de veille habituel et ça permet le blocage de la reconsolidation de l'émotion et ça, je renvoie à ma vidéo sur la consolidation et la reconsolidation de la mémoire. Peux-tu Tout à fait. nous en dire plus sur le Oui, traitement du trouble de stress post-traumatique? oui, bien sûr. Alors, une fois encore, je vais parler de MAPS, puisque ce sont un petit peu eux les pionniers et les précurseurs de cette nouvelle vague de l'utilisation de la MDMA. Et c'est principalement la MDMA et l'ibocaïne qui seront utilisés dans les études. Alors, il y a eu plusieurs études. Je vais prendre trois exemples très concrets. Donc, il y a eu cette première étude où, en fait, ils ont repris ce qui avait déjà été fait à l'époque de Sacha Shulgin, Stanislas Grof et Léo Zeff, où, en fait, on va faire une thérapie en plusieurs étapes. L'idée étant la suivante. On donne une substance, une première dose, euh, durant une séance qui va durer entre 4 et 6 heures. Donc, on prend la MDMA. Et ensuite, pendant cette période-là, pendant ces 4-6 heures, il faut comprendre que le thérapeute n'intervient absolument pas. C'est-à-dire que c'est le MDMA qui fait le travail. Et qu'est-ce qui se passe en fait pendant que la personne est sous MDMA? Eh bien, il a justement cette anesthésie de l'amygdale, qui est un peu le centre des émotions. Ça réduit en fait l'influence de l'amygdale qui permet de pouvoir discuter par après, de pouvoir observer et appréhender les événements en étant coupé ou en tout cas déconnecté de ces ressentis négatifs qui empêchent justement le travail du thérapeute. Donc, une prise, ensuite 3 à 4 séances, on va dire, d'intégration où là, il y a une discussion avec le thérapeute, où là, la personne, évidemment, est complètement saine, elle n'a plus aucun effet de la substance. Et là, commence vraiment le travail d'intégration avec le thérapeute, où on va pouvoir travailler, discuter, euh, revoir un petit peu les causes, revoir le scénario du trauma, mais une fois encore, avec plus de détachement. La MDMA aussi a cette faculté de pouvoir générer un amour pour soi, une bienveillance pour soi et une empathie qui permet justement de passer au-dessus de ce qu'on pourrait avoir comme culpabilité, comme rancœur vis-à-vis de soi-même quand on a certaines situations traumatiques. Je pense notamment aux agressions, aux viols, etc. Euh, Ça permet vraiment, c'est vraiment ça le point le plus fort de la MDMA, c'est ce côté de je peux en discuter sans que ça m'atteigne sentimentalement, émotionnellement. C'est beaucoup plus agréable. Alors, on n'est pas dans une formule magique, c'est pas de la poudre de perlimpinpin, il suffit pas d'eux. Euh, il faut souvent répéter l'expérience. Donc, cette première étude qui a été publiée donc en 2014, on voit comment on voit la cover là. Euh, eh bien, on a dû la répéter au moins 2 à 3 fois. C'est-à-dire qu'on a dû donner des substances 2 à 3 fois, à chaque fois avec 2 à 3 mois d'écart, et on a à chaque fois des séances d'intégration. À chaque fois, ces séances d'intégration vont permettre une discussion et un renforcement du moi, etc. Et on se rend compte que à la fin de cette première étude, eh bien, entre 60 et 70% des gens ne répondent plus au KPS-5, donc ce questionnaire qui détermine selon le DSM-5 si on est toujours dans le trauma ou pas, si on répond aux critères d'un stress post-traumatique, eh bien, entre 60 et 70% des gens ne rentrent plus dans les critères du stress post-traumatique. Il y a eu une autre étude qui a été réalisée là avec des vétérans des forces spéciales, où on a aussi donné, là, c'était un mix entre de la MDMA et de l'ibocaïne. Donc il y avait des moments où on donnait de l'MDMA, de l'autre, on donnait de l'ibocaïne. Là, l'étude a été un peu plus loin, c'est-à-dire que les participants ont même participé à la fabrication de l'ibocaïne, de la préparation de la substance de l'ibocaïne, donc ils étaient vraiment plus intégrés, acteurs dans leur thérapie. Et là, bon, on imagine bien le niveau de stress
que ça peut être pour ces personnes-là. Donc, ce sont des gens qui sont sur le terrain en permanence, ce sont des gens qui ont vécu des choses assez dramatiques et assez horribles. Eh bien, ces personnes aussi devaient répondre à un questionnaire. Et ces personnes devaient avoir suivi plusieurs thérapies. Donc, ce sont des personnes qui ont essayé hypnose, EMDR, pardon, thérapie cognitive, thérapie verbale, thérapie psychocorporelle, avec un résultat quasiment nul. Il faut le savoir. Eh bien, ces personnes, après, de nouveau, 3 séances, 3 prises, etc., pour 60%, disent que ils recommanderaient cette thérapie pour d'autres personnes. 93% Pour ça. estiment que c'est l'expérience et la thérapie la plus efficace qu'ils ont jamais vécue depuis toutes les thérapies qu'ils ont essayées. On estime que entre 20 et 60% ne répondent plus du tout à quelques symptômes que ce soit de stress post-traumatique. Donc c'est assez flagrant. Alors, on pourrait se demander, mais comment fonctionnent ces substances? Et on pourrait se dire, mais qu'est-ce qui fait que? Pourquoi ça marche? Pourquoi ça marche plutôt que le NDR ou l'hypnose? Alors, il y a deux grands paradigmes qui s'opposent en ce moment. On va appeler ça, le premier paradigme, c'est le paradigme matérialiste, qui est plutôt défendu par K. Harris. Alors, K. Harris est un neuropsychopharmacologue qui est en train de faire énormément d'études sur l'usage de la psilocybine, essentiellement sur les troubles anxieux et sur la dépression, avec de très bons résultats. Et lui, pour lui, son point de vue, il explique ceci, c'est que ça serait l'effet de la psilocybine, mais des psychédéliques en général, agirait sur le réseau mode par défaut. Alors, qu'est-ce que c'est le réseau mode par défaut? Eh bien, c'est un ensemble de parties du cerveau qui se mettent en action dès qu'on arrête d'être concentré sur quelque chose. Donc, dès que je ne fais plus rien, je pars de mes pensées, eh bien, c'est ce réseau qui se met en route. Mais ce réseau est aussi responsable de ma conscience de moi, des métacognitions, donc des pensées à propos de mes pensées, et il se suractive en cas de stress, soit stress post-traumatique ou dépression. Il a tendance à se suractiver et à générer des pensées, des ruminations, des pensées négatives à propos de moi, etc. Quand ils ont fait les premières imageries sous psilocybine, ils s'attendaient à ce que le cerveau explose, c'est-à-dire qu'on s'attendait à avoir une explosion de connexion, une suractivité du cerveau, partant du principe qu'il y a des hallucinations, etc. D'ailleurs, entre parenthèses, tous les psychédéliques ne donnent pas des hallucinations, et je dirais même que tous les champignons ne donnent pas d'hallucinations. Certains n'en donnent pas, par exemple, l'MDMA est assez peu hallucinogène. Euh, donc, ils se sont rendus compte que lorsqu'on prend de la MDMA, par exemple, de la psilocybine, eh bien, le cerveau, le réseau mode par défaut, s'éteint. Ce qui fait que le cerveau doit, à ce moment-là, générer d'autres connexions. Alors, on peut voir l'image d'une thérapie sous placebo et d'une thérapie sous psilocybine. Eh bien, le cerveau va devoir générer de nouvelles connexions. Il va devoir trouver d'autres chemins. Ce qui génère évidemment un bouleversement dans les croyances, un bouleversement dans la conception de la réalité, un bouleversement à propos de l'histoire que je me raconte à propos de moi. Et donc, c'est d'après K. Harris, bien sûr, ça reste une hypothèse, ce serait ce principe d'entropie, de chaos dans le cerveau, qui serait à l'origine d'un changement et d'une guérison. Il faut savoir que, et ça c'est un fait assez intéressant, c'est que ces nouvelles connexions perdurent après l'expérience. C'est-à-dire que cette nouvelle connexion neurologique, cette nouvelle connexion dendritique, eh bien, elle perdure même après l'expérience. Donc, il y a vraiment un recablage, on dirait, du cerveau sous psilocybine. Et les autres substances sont certainement dans la même veine. Ça, c'est la vision, on va dire, de K. Harris, qui est plutôt matérialiste, neuroscientifique. Alors, il y a une autre version, un autre point de vue, qui est appelé post-matérialiste. Alors, post-matérialiste dans le sens où ce n'est pas le cerveau qui génère la conscience, mais c'est la conscience qui est l'origine de tout et de la matière. Et donc là, on met plus en avant l'expérience en tant que telle. Ça serait l'expérience en elle-même qui serait génératrice d'un changement. Alors ce point de vue est notamment défendu par Mario Brugard, mais aussi par Olivier Chambon, qui parle beaucoup de psychédéliques. Et donc pour lui, ce serait une connexion à quelque chose. Donc on est plus dans une espèce de psychothérapie transpersonnelle, où on est connecté à quelque chose de plus vaste, libre à chacun de l'interpréter. Et ça serait cette connexion, ça serait l'expérience en elle-même, sous une forme de catharsis, qui serait à l'origine
vraiment d'une révélation de soi et d'un changement de compréhension du traumatisme. Voilà un petit peu les deux points de vue. On en est toujours aux études, donc qui a raison, qui a tort? À mon avis, ça se situe un petit peu entre les deux. Et on rappelle que tu feras partie des intervenants du forum psychédélique entre science et conscience et également Olivier Chambon que tu viens de citer. Tout à fait. Tout à fait. Et comment ça se passe une thérapie assistée par psychédélique, hein, qu'on appelle aussi les PDL dans Oui. l'intimité? Alors, ça se passe bien déjà, c'est une bonne chose. Euh, alors, comment ça se passe? Il faut savoir il y a un point très, très, très important dans la thérapie en psychédélique qui va éviter ces fameux bad trips dont on parlera tout à l'heure. C'est ce qu'on appelle le set and setting. Fadiman, qui est un des pionniers de l'utilisation de la psilocybine, a mis au point ce qu'on appelle le set and setting, qui sera repris par Timothy Leary et qui est maintenant utilisé dans toutes les thérapies psychédéliques. Le set and setting, c'est l'état d'esprit et l'environnement dans lequel je le fais. Fadiman dit que ça compte pour 50% de la réussite de la thérapie. Donc, c'est dire l'importance. C'est-à-dire que c'est très important de faire l'expérience de psychédélique dans un environnement agréable. Donc, on ne va pas faire l'expérience, on ne va pas prendre de l'ayahuasca ou de la psilocybine ou de la mescaline dans un lit d'hôpital avec un néon blanc, avec quelqu'un qui vient prendre la tension, le rythme cardiaque toutes les 5 minutes. L'idée, c'est de se mettre dans un environnement qui ressemble plutôt à une chambre d'hôtel, à un salon, quelque chose de très, très cosy, avec une décoration, une ambiance tamisée, une lumière très, très douce, parce que certaines substances ont tendance à dilater les pupilles, donc la lumière peut être vraiment dérangeante. Généralement, d'ailleurs, on porte un bandeau, on met un casque, la playlist, la musique est très, très importante dans la thérapie, en tout cas dans la partie sous substance. Et donc, pendant 4, 5, 6 heures, selon la substance, selon la dose qu'on va prendre, eh bien, on est dans un cocon, accompagné par un thérapeute qui, lui, n'intervient pas. Et c'est super important de le dire, le thérapeute n'intervient pas pendant la séance. Il n'est là que pour accompagner la personne si jamais elle traverse un moment compliqué, lui apporter de l'eau si on en a besoin, l'accompagner aux toilettes, parce que ça peut arriver pendant la séance, mais il n'intervient pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'interaction entre le psychothérapeute et le sujet pendant la séance. C'est vraiment l'expérience, la substance qui va faire le travail. Alors, on retrouve un peu, d'ailleurs, ce que disait Milton Erickson, c'est-à-dire que c'est pas tellement la substance qui fait le travail, c'est plutôt l'état de conscience élargie, plutôt que modifié, je préfère élargi, euh, dans lequel on se trouve sous substance, qui va donner les bonnes conditions à un changement. C'est un petit peu ce que Milton disait avec l'hypnose. C'est pas l'hypnose qui guérit, c'est l'état modifié de conscience qui permet le changement. Eh bien, on est dans le même process au niveau des psychédéliques. Ce qui est très important aussi, c'est Oui, le setting. juste Oui, peut-être dire qu'effectivement, hein, tous ces états qu'on peut appeler effectivement de conscience modifiée ou qu'on peut appeler de conscience élargie, ben, c'est la mère de toutes les thérapies et qu'on a redécouvert l'hypnose qui existe depuis des millénaires, qu'on a voilà. redécouvert la transe et notamment la transe cognitive telle que l'enseigne Corinne Sombrin maintenant, et que maintenant on redécouvre les psychédéliques qui eux aussi sont utilisés depuis la nuit des temps et que effectivement tous ces états de conscience modifiés, de conscience élargie, sont les états thérapeutiques qui sont utilisés depuis des millénaires et qu'on redécouvre, hein, on réinvente chaque fois l'eau dans la salle de bain, l'eau chaude dans la salle de bain. On est bien d'accord. D'ailleurs, beaucoup pensent que les états de transe qui sont assez profonds, enfin, des états de conscience élargie sous psychédélique, on pourrait les obtenir en hypnose ou en transe cognitive, mais c'est juste que, entre guillemets, c'est plus facile, c'est plus rapide, c'est plus simple. Ça va me demander beaucoup plus de travail en auto-hypnose, de pratique, d'entraînement pour arriver à un tel niveau, et surtout sur une si longue période. On parle de quand même 4-5 heures de transe. Euh, c'est pas toujours évident de rester 5 heures ou 6 heures en hypnose, mais on pense qu'on pourrait arriver à la même chose. D'ailleurs, ça serait très intéressant dans le futur de voir quelle influence a la prise, quand ça sera autorisé, je le rappelle, quand on prendra une substance, quelle influence ça a sur quelqu'un qui pratique l'hypnose. En quoi ça influence sa pratique de l'auto-hypnose, mais aussi de sa pratique d'hétérohypnose en tant que thérapeute. Mais bon, revenons donc au set and setting qui est super important. Donc, l'environnement physique est super important, confortable. Donc, on est allongé,
avec un coussin, des couvertures. Euh, on est à jeun, ça c'est super important. On est à jeun parce que certaines substances sont plus ou moins difficiles à digérer, ça dépend d'une personne à l'autre. Donc, on évite d'avoir une substance, d'avoir trop mangé en prenant une substance. Évidemment, on interdit toute prise, ou en tout cas, on surveille toute prise d'autres substances, de médicaments, antidépresseurs, antidouleurs, etc., car elles peuvent avoir des interactions parfois dramatiques. Il faut le savoir, c'est pour ça qu'il ne faut pas prendre ça n'importe comment. On évite la caféine, tout ce qui est excitant, parce qu'il y a vraiment une fatigabilité avec cette sérotonine qui est recapturée. Et quand on prend de la caféine au-dessus de ça, ça a tendance à générer de fortes migraines. Et donc, on est vraiment dans un cocon, dans une chambre vraiment qui n'a rien à voir à ce qu'on pourra s'attendre dans un cadre thérapeutique. C'est super important, ce cadre d'accueil confortable. Ensuite, il y a l'état d'esprit. L'état d'esprit est super important aussi. C'est-à-dire que je dois venir avec un état d'esprit ouvert. Je dois venir avec aussi une volonté ou une intention, mais plutôt une intention d'ailleurs qu'une volonté, une intention sur qu'est-ce que j'attends de cette expérience. Mais ce que j'attends ne sera pas forcément ce que j'aurai. Donc, c'est-à-dire qu'il faut avoir une intention, mais être accepté aussi que ça ne sera peut-être pas ça que je vais travailler tout de suite. On ne se préoccupe surtout pas du comment, comme en hypnose. On laisse faire. On ne cherche pas à savoir comment on va faire. C'est l'expérience qui va être révélatrice. On doit être dans un bon état d'esprit, c'est-à-dire qu'on doit éviter d'être complètement déprimé, d'être complètement préoccupé. Et ça, c'est le travail du thérapeute en amont. C'est-à-dire que avant de faire des séances de psychothérapie et de prise de psychédéliques, évidemment, on a rencontré son thérapeute qui va nous préparer, nous expliquer aussi ce que c'est un psychédélique, quelle influence il a, quel comportement il a. Tous les psychédéliques n'ont pas les mêmes effets physiques ni les mêmes effets visuels. Et les psychédéliques vont donner des hallucinations, d'autres pas. Enfin, pas des hallucinations, plutôt des visualisations, puisqu'une hallucination, c'est je ne sais pas que j'hallucine. Donc une visualisation, je sais que je vois. Euh, donc l'état d'esprit est super important. Il doit être préparé avec le thérapeute. Pendant la séance, le thérapeute n'intervient pas. Et ensuite, après les séances, il y a des séances d'intégration où là, eh bien, on va travailler, on va explorer ce qui aura été découvert, ce qui aura été apporté pendant la séance psychédélique. Voilà. En gros, comment ça se passe. Et alors, les batteries, parce que moi, j'ai pris du LSD quand j'étais jeune, dans ma jeunesse, j'ai fait Mhm, des merveilleux voyages tout à fait récréatifs, donc ça n'a, j'ai mhm, envie de dire, servi à rien que l'expérience elle-même au moment même. Hein, donc ça, je mhm, pense que ce que tu as dit est très important, de tout cet encadrement thérapeutique. Et si on est dans une démarche spirituelle, l'encadrement peut également être important, je pense. oui, Et j'ai aussi fait une fois un bad trip. Ça n'était pas très agréable. Peux-tu nous parler de ces bad trips? oui, Bien sûr, avec ce que tu as dit du set and setting, je peux déjà dire que on était dans une fête de jeunes, on avait peur des flics et donc on avait un très mauvais set et un très mauvais mhm. setting. Hein. Et donc, voilà, à titre d'illustration, effectivement, hein, ce bad trip a été généré par le contexte et par des idées négatives qu'on avait sur la situation. Mais parle-nous donc de ces fameux bad trips qui font quand même peur à beaucoup de monde, à beaucoup de gens et dont on parle beaucoup, et c'est souvent quelque chose qu'on met en avant par rapport aux psychédéliques. Tout à fait. Alors, les bad trips risquent principalement d'arriver avec des substances comme le LSD, peut-être un peu la kétamine, éventuellement l'ayahuasca, mais principalement le LSD. Il faut savoir aussi qu'on a constaté qu'il y a beaucoup plus de risques d'avoir un bad trip à faible dose, donc aux doses récréatives, qu'à haute dose. On ne sait pas encore très bien pourquoi, mais on se rend compte que au plus on monte dans les hautes doses, au moins on a de bad trips. Maintenant, qu'est-ce qu'un bad trip? Un bad trip, en fait, c'est une mauvaise expérience. Et quelle est la réaction quand on a un bad trip? C'est qu'on essaie de la fouiller. Or, en thérapie, et notamment en thérapie pour les stress post-traumatiques, on va plutôt la rechercher. C'est-à-dire que ça a un effet catharsique. L'idée est de traverser ce moment désagréable, ce moment inconfortable, ce moment parfois effrayant, pour voir l'envers du décor. Et juste le fait de poser l'intention durant l'expérience, dire, OK, moi j'y vais, je ne fouille pas, j'y vais, évidemment avec l'aide à ce moment-là du thérapeute, c'est d'ailleurs le seul moment où le thérapeute va interagir pendant l'expérience, eh bien, quasi instantanément,
ces images, ces visualisations désagréables, ces sensations désagréables disparaissent ou en tout cas se transforment. Mais parfois, elles sont vraiment recherchées par les thérapeutes parce que, ben, effectivement, c'est ça qu'on va avoir comme révélateur du trauma et il faut vider ça, entre guillemets, cette énergie négative, il faut la vider. Donc, évidemment, si je suis dans une rave party avec des basses à 200 watts, si j'ai pris d'autres substances aussi qui interagissent avec le LSD ou la psilocybine, et forcément, j'ai beaucoup plus de chances de faire un bad trip. Souvent, les bad trips sont corrélés avec, comme on l'a dit, un mauvais set, un mauvais setting, une dose assez faible, et souvent aussi l'adjuvant d'autres substances, soit dans le LSD ou dans la préparation, ou la prise d'alcool ou d'autres drogues en même temps. Quand on prend du LSD pur, propre, quand on prend de la psilocybine, d'ailleurs la psilocybine, à l'heure actuelle, il y a tellement peu de cas de bad trip qu'il n'y a même pas d'études à ce niveau-là. C'est tellement comment dire, anecdotique qu'on n'en parle même pas. Mais dans le LSD, on sait que si le LSD est pur, si c'est une substance qui est fabriquée par un laboratoire où il n'y a pas d'adjuvants qui n'ont rien à y faire, si elle est prise dans un bon set and setting, il y a très peu de chances de faire ce qu'on appelle vraiment un bad trip. On aura un moment désagréable peut-être dans la thérapie, mais c'est pas la même chose. Parce que là, on a vraiment une vocation thérapeutique. C'est vraiment ça la différence. Ok, donc finalement, en thérapie, on peut jamais parler de bad trip, mais d'expériences qu'on va Ouais. traverser et qui vont devenir finalement des expériences thérapeutiques. On est bon. Qu'en est-il des risques sur le long terme? Est-ce qu'on a des risques de continuer à avoir des effets après avoir pris la substance? Est-ce qu'on a des effets secondaires désagréables qui sont pérennes, qui peuvent durer? Alors, pour le moment, soyons honnêtes, on a très peu d'études, très peu de retours à ce niveau-là. Euh, il y a, j'ai bien dit, il y a des soupçons sur certaines substances, mais une fois encore, il faut s'assurer que la substance était propre à la base, qu'elle était bien clean, que c'était une substance qui n'était pas trafiquée, notamment dans le microdosage avec le LSD, pas avec la psilocybine. On peut avoir des effets de halo visuels qui peuvent durer quelques jours, voire quelques semaines. Euh, on en a parlé tout à l'heure, il y a une possibilité que ça dure plus longtemps, mais moi je serais curieux de voir le contexte dans lequel le LSD a été pris, si c'était vraiment du LSD et qu'il était vraiment pur, avant d'aller plus loin. Dans les expériences à haute dose, donc les expériences thérapeutiques, pour le moment, je ne vois pas, je n'ai pas lu d'effets négatifs à long terme. On peut avoir parfois des réminiscences, des flashs de l'expérience. Ça peut arriver dans les semaines qui suivent, mais ça n'empêche en rien de fonctionner et ça disparaît après quelques semaines. Donc, pour le moment, rien du tout. Je répète, une fois encore, pris dans un contexte médical, thérapeutique, avec des gens qui savent ce qu'ils font. Euh, le risque que l'on peut avoir avec ces substances, c'est encore une fois l'interaction avec d'autres médicaments. On a beaucoup de gens, par exemple, qui sont déprimés, qui prennent des antidépresseurs, ce genre de choses. Il faut savoir que ça a vraiment une interaction directe avec ces substances-là. Ce n'est vraiment pas conseillé de le faire, mais en tout cas, il faut en parler à un médecin et voir avec un psychiatre vraiment pour être sûr qu'il n'y a pas d'interaction. Par exemple, avec les IMAO, c'est très très dangereux. Avec tout ce qui est euh, ibuprofène, etc., les antidouleurs, c'est pas trop conseillé non plus. Avec certains médicaments pour l'arythmie cardiaque, c'est pas conseillé non plus. Donc, il faut vraiment qu'on fasse attention. Et comme on a perdu 40 ans, il faut bien le dire, à cause de Nixon et de tout ce qui s'est passé, eh bien, on a perdu 40 ans de recherche aussi, d'interaction au niveau des substances. Donc, on est en train d'avoir les retours, mais pour le moment, je dis bien pour le moment, à ma connaissance, je ne suis pas scientifique, donc à ma connaissance, il n'y a pas plus de danger et d'interaction, ni d'effet retour. Est-ce qu'il y a des contre-indications? Puisque finalement, ce que tu dis, c'est que oui, il y a des contre-indications par rapport à des personnes qui prennent des médicaments psychotropes. Hein, voilà, ça, c'est une contre-indication. Est-ce qu'il y en a d'autres? Alors, tout dépend une fois encore de la substance, et c'est ça qui est vraiment particulier avec les psychédéliques, tout dépend de la substance et tout dépend du cadre dans lequel on le prend. Par exemple, on a commencé des études, alors que c'est complètement contre-intuitif, on a commencé des études d'utilisation des psychédéliques sur des patients qui souffrent de schizophrénie, alors qu'il y a encore quelques années, c'était un lever de bouclier, pas question.
On a eu la même chose avec l'hypnose. Hein. On disait qu'il n'y avait pas d'hypnose avec les épileptiques, pas d'hypnose avec les schizophrènes, et puis on s'est rendu compte que ça peut être utile. Euh, à part ça, les contre-indications, mais comme on l'a dit, ce sont les médicaments. Évidemment, prendre ça dans un bon cadre, pas utiliser l'alcool, surtout pas. On va éviter certaines substances, notamment comme l'ayahuasca ou l'ibocaïne, avec des personnes qui ont des problèmes cardiovasculaires ou la MDMA avec des personnes qui ont des problèmes cardiovasculaires. Évidemment, on ne prend pas ça pour les femmes enceintes, c'est clairement peu recommandé. Euh, je ne donnerai pas ça à un enfant, même si dans les pratiques chamaniques, par exemple Maria Sabina, qui utilisait la psilocybine, donnait ça à ses enfants à partir de l'âge de 10-12 ans. Les neurosciences nous diront si c'est une bonne idée ou pas. C'est vrai que d'un point de vue neurogenèse, ça va être intéressant, mais comme on est sur un cerveau immature, je, moi, personnellement, je trouve ça un peu dangereux. Voilà. Mais sinon, en termes de contre-indication, à part un mélange de substances et un mauvais environnement et une mauvaise intention, oui, l'autre contre-indication, c'est la législation qui fait que ne prenez pas ça puisque c'est interdit pour le moment. En tout cas, si vous voulez le faire, faites-le dans un pays où c'est autorisé et avec la bonne personne. Et justement, c'est quoi la bonne personne? C'est quoi les critères pour être siteur, pour être un bon siteur? Alors, moi, je vais faire la différence entre un siteur et un thérapeute. Euh, pour moi, déjà, un siteur, il doit avoir expérimenté la substance. On voit malheureusement trop de gens maintenant, y a, il y a des dérives mercantiles par rapport à ce renouveau psychédélique. On voit beaucoup de gens qui s'improvisent citeurs, mais qui n'ont jamais utilisé la substance, n'ont aucune idée de ce qui se passe. Je précise aussi que ça arrive aussi dans le monde thérapeutique, puisque beaucoup de cliniciens qui font des études pour le moment sur les substances nous expliquent comment fonctionnent les substances et comment elles interagissent et qu'est-ce qui fait que l'expérience est intéressante, mais ils ne l'ont jamais testé eux-mêmes. Personnellement, je trouve ça un peu limite. Mais bon. Donc, un sitter, pour moi, c'est un accompagnant. C'est quelqu'un qui n'est pas thérapeute, qui est juste une personne qui est là pour veiller à la sécurité et au confort de la personne. Donc, elle doit avoir testé les substances plusieurs fois et au moins aux doses à laquelle elle les donne. Parce qu'il y a plusieurs niveaux de dosage. Il y a des dosages légers, moyens, forts et une substance, enfin, un niveau plus haut qu'on appelle héroïque, où là, par exemple, si on prend la psilocybine, au-dessus de 5 grammes, on parle de dose héroïque, où là, on a un voyage beaucoup plus intense. Euh, je n'aimerais pas être accompagné par quelqu'un qui ne sait pas ce que ça peut faire. On doit être capable de gérer les émotions, de gérer comment, de gérer l'accueil de ce qui peut se passer, ne pas paniquer. Ça va être quelqu'un de posé, de centré, d'équilibré. Et c'est quelqu'un, évidemment, qui, pendant la séance, ne prend rien. Donc, pas d'alcool, mais pas de substance. Donc, ça, c'est vraiment les gros critères d'un bon sitter. À ces critères-là, pour un psychothérapeute travaillant avec des psychédéliques, ben forcément, un praticien travaillant avec psychédéliques, au-delà des dogmes universitaires ou pas, moi je rajouterais qu'il faut être formé à la psychothérapie, avoir quand même des notions en neurosciences, avoir des notions en pharmacologie ou en tout cas avoir des ressources, c'est-à-dire pouvoir avoir quelqu'un qui est une personne ressource pour questionner, tiens, mon sujet prend telle substance, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon, euh, avoir des notions en psychopatho, évidemment, et aussi avoir des notions d'état modifié de conscience, mais différents. C'est-à-dire être capable, par exemple, de faire de l'hypnose ou de l'EMDR ou de la transe cognitive. Je pense que c'est intéressant d'avoir d'autres cultures de la transe et des états modifiés de conscience. Alors, ce qui va être plus difficile peut-être pour un thérapeute aguerri, c'est justement d'être capable d'avoir ce statut, cette posture d'être dans l'accueil et de ne pas intervenir. C'est-à-dire qu'on est avec une personne pendant 4, 5, 6 heures et on n'intervient pas hors batterie, comme je l'ai dit. Et c'est peut-être ça qui est le plus difficile pour un praticien qui a l'habitude justement de communiquer, d'échanger, c'est de rester un petit peu en retrait par rapport à ce qui se passe, d'être plutôt un observateur bienveillant, une fois encore capable d'accepter l'inattendu et les expériences. En tant que thérapeute, on est censé pouvoir le faire. Euh, il faut aussi dépasser les croyances, c'est-à-dire qu'un siteur ou un thérapeute ne doit pas plaquer sa carte du monde. Et il ne doit pas non plus, un bon siteur ne doit pas influencer au niveau de ses croyances spirituelles. C'est important, je pense, pour un thérapeute d'avoir une bonne connaissance des cultures chamaniques, ne fût-ce que pour comprendre le fonctionnement et les croyances et les chemins de pensée de ces personnes, mais on n'est pas là pour plaquer sa croyance chamanique. On peut se prétendre ou se croire chaman ou pratiquer le chamanisme,
Mais quand on est dans un cadre d'accompagnement, que ce soit psychiatre ou thérapeute, on n'est pas là pour des chamans. Ou alors, on l'annonce d'entrée de jeu, quoi. Mais ça, c'est autre chose. C'est complètement différent. Donc, voilà, en gros, pour moi, les critères principaux. Donc, je reviens vraiment être formé en psychopatho et en neurosciences, ça, c'est super important, je pense. Oui, en tout cas, puisque ce sont quand même des substances avec lesquelles des traumas peuvent émerger, il faut au moins connaître le trauma. Oui, forcément. Oui. Après, tout thérapeute ne va pas forcément travailler qu'avec des traumas. On a des gens qui accompagnent juste entre guillemets, hein, les personnes qui ont des dépressions ou sont en état dépressif. Après, un sitter ne va pas forcément accompagner quelqu'un qui a une visée thérapeutique. Je rappelle qu'on peut utiliser les psychédéliques dans un cadre d'exploration de soi ou spirituel. Et donc là, on n'est pas dans le même cadre non plus. C'est pas la même chose. Et d'ailleurs, à ce niveau-là, bon, il y a quand même un engouement de personnes qui aujourd'hui utilisent les psychédéliques dans cette optique-là, plutôt de psychonautisme, mais Oui, donc aussi avec beaucoup de voyages, notamment au Pérou. Et moi, je suis un peu choquée par ça parce que on va utiliser finalement des racines qui mettent des années à, à pousser, hein, ou si on voit les cactus, ça met des années aussi à pousser, alors qu'on a d'autres substances qui sont tout à fait accessibles, qui poussent rapidement, comme les champignons. Et donc, c'est vrai qu'on a une idée, bon, en pathogène, comme tu le disais, souvent les gens aussi se sentent plus proches de la nature, sentent l'unité avec le tout. Et donc, je trouve qu'il y a quelque chose qui est incohérent d'aller bousiller finalement une partie de la nature euh, pour, euh, pour prendre les psychédéliques pour faire une expérience, alors que d'autres substances sont tout à fait équivalentes, en tout cas peuvent apporter aussi les mêmes choses. Qu'est-ce que oui, toi tout à tu fait. en penses? Mais je pense qu'il y a vraiment, pour le moment en tout cas, une dérive qui est surtout due à un manque d'information. Et je pense qu'il faut vraiment informer les gens sur les psychédéliques. C'est-à-dire que ben, si une substance est interdite dans un pays, mais que j'ai envie de l'expérimenter, je vais forcément aller dans un autre pays comme le Pérou ou le Brésil ou certaines zones d'Amérique centrale où je peux utiliser et avoir accès à l'ayahuasca, à la mescaline. Sauf qu'évidemment, les personnes ne se posent pas la question de l'écologie, par exemple. Je ne parle même pas des trajets en avion, mais de la culture, comme tu as si bien dit, de l'ayahuasca qui met des temps. L'ayahuasca, ce sont deux plantes, une liane et une racine d'une autre plante qui s'appelle la chacruna. La liane, elle met du temps à pousser. Elle met tellement de temps à pousser que, à cause de cette surexploitation, à l'heure actuelle, le Pérou envisage de mettre l'ayahuasca sous protection et d'interdire, ou en tout cas de réglementer la culture de l'ayahuasca et l'utilisation de l'ayahuasca. On a vraiment maintenant une espèce de tourisme chamanique. Hein. En Amérique du Sud, on a même ça existe, hein, des agences de voyage qui font du chamanisme touristique. Donc, on vient vous chercher à l'aéroport, on dépose les gens, ils vont voir leur chaman, etc. Avec, je pense, une dérive aussi au niveau de l'ego spirituel, où tout le monde se dit un peu chaman. On a ça aussi en Europe, il ne faut pas forcément aller au Pérou. Il ne faut pas se mentir, malgré que ça soit interdit et illégal. Euh, il y a des gens qui pratiquent, qui se prétendent chamans et qui accompagnent des gens lors de week-ends complets à des tarifs prohibitifs. Et on fait venir de l'ayahuasca du Pérou, en espérant que ça soit de l'ayahuasca pure d'ailleurs, euh, avec l'impact écologique que ça a. En plus, il faut quand même bien se rendre compte, et il y a pas très longtemps, le docteur Mabit a d'ailleurs fait un article, enfin, il a écrit par rapport à ça, il y a vraiment une dérive au niveau du chamanisme parce que euh, le chamanisme, surtout le chamanisme amazonien, péruvien, c'est une culture qui est complètement différente de la nôtre. Et donc, quand on va prendre de l'ayahuasca là-bas, qu'on reste une semaine là-bas, on fait un voyage, etc. Mais on n'a pas les clés, on n'a pas le langage, on n'a pas les codes. Et donc, on se retrouve quelque part à vivre une expérience qui peut parfois être très compliquée. Hein. L'ayahuasca, c'est pas le truc le plus sympa. Faut savoir que bon, sous l'ayahuasca, généralement, on vomit, on est obligé de faire une diète très très compliquée, très très dure. C'est pas dans les circonstances et dans un set and setting justement très confortable. Euh, Ça peut être très pénible. Et en plus, on se retrouve face à quelqu'un qui n'a pas la même vision de nous de la vie, qui n'a pas les mêmes codes.
et qui n'est pas thérapeute et qui n'a pas, en tout cas, les notions thérapeutiques comme nous, on les conçoit. C'est pas que c'est moins bien ou que c'est mieux, c'est juste qu'on parle pas la même langue et on n'est pas dans le même cadre. Donc, quelqu'un, une fois encore, qui a des problèmes, traumatisme ou dépression, qui va là-bas, ça risque de faire encore plus de dégâts. Ça risque vraiment de faire plus de dégâts parce que la personne va vivre une expérience qui peut être très bénéfique si elle était dans le bon cadre, mais là, elle peut être vraiment traumatisante. Vraiment. Alors, il y a effectivement plein de substances hein, vers lesquelles on pourrait se tourner, qui sont peut-être au niveau impact écologique beaucoup moins impactants, justement, comme le champignon. Le champignon, ça pousse. Le champignon, il faut un peu d'eau, un peu de terre, et ça se régénère, et ça pousse très vite. On n'est pas obligé d'abattre des arbres ou de déraciner des plantes pour avoir de l'AYAHUASCA. Même chose avec l'ibocaïne, parce que et tout doucement, ça commence avec l'ibocaïne aussi. Ça, c'est plutôt en Afrique. Euh, et il y a aussi des dérives avec les cactus à mescaline et à péyote, qui, en plus, là, c'est encore pire parce que le cactus, mescaline et peyote sont vraiment utilisés pour une partie de la communauté. Ils ont d'ailleurs une dérogation aux États-Unis pour pouvoir l'utiliser librement pour leur culte. Mais le problème, c'est que ça met très très longtemps à pousser, c'est très fragile. Il y a une zone qu'on appelle le jardin des cactus à peyote, qui est une partie du Mexique et d'Amérique centrale. Euh, le problème, c'est qu'on commence à avoir tellement de gens qui veulent avoir ces cactus que les autochtones n'ont plus accès à leur propre culte, à leur propre spiritualité. Et donc, il y a eu aussi là des amendements et une législation pour protéger ces substances. Donc, on dira qu'effectivement, on ne fait pas du tout l'apologie de ces substances, mais que si les personnes veulent en utiliser même dans un cadre qui ne l'autorise pas au niveau légal, c'est de, voilà, de faire attention à ce qu'on fait, à ce qu'on prend et d'être éco-responsable aussi par rapport à cette consommation, hein. Tout à fait. C'est très important. On est responsable de ce qu'on fait, ça a un impact et il faut en tenir compte. Il faut vraiment en tenir compte. Alors, qu'est-ce que ces substances peuvent apporter à quelqu'un qui va bien, qui n'a pas d'intérêt, enfin de problème ou d'intérêt thérapeutique, qui n'a pas de problème psychologique? Alors, ça, c'est la partie plutôt psychomotique qu'on appelle, c'est comme ça qu'on appelle ces expériences-là. Euh, eh bien, ça peut apporter énormément de choses. Déjà, une meilleure connexion avec soi-même. Ça, c'est déjà pas mal. C'est-à-dire que le fait de prendre ces substances permet de vraiment entrer en soi, d'avoir une vraie connexion avec soi-même, mais aussi une connexion avec les autres. Euh, on se dit parfois, on est tous réunis, on fait tous partie d'une même conscience, mais quand on dit ça, c'est plutôt une vue de l'esprit. Tandis que quand on prend la substance, notamment avec la psilocybine, eh bien, on vit vraiment cette expérience. C'est-à-dire qu'on a vraiment cette sensation d'être connecté. Ce n'est plus juste une vue de l'esprit, une phrase qu'on se dit comme ça, mais on la ressent vraiment, cette connexion. À tel point que lorsqu'il y a cette fameuse dissolution de l'ego qu'on peut avoir avec les substances psychédéliques, eh bien, cet ego qui disparaît nous permet de devenir l'autre. Quand je dis devenir l'autre, c'est à tel point que on peut vraiment devenir une autre personne. Alors, moi, j'ai fait l'expérience, évidemment, dans un pays où c'était autorisé. Euh, eh bien, à un moment donné, je ne savais plus si j'étais moi ou si j'étais la personne qui m'accompagnait ou si j'étais ma compagne. Alors, pendant quelques secondes, c'est un petit peu perturbant, ça peut faire un peu peur. J'étais bien accompagné et j'ai vraiment vécu cette connexion. Cette connexion à, mais je peux être quelqu'un d'autre. Et donc, je peux vraiment me mettre dans ses chaussures. Je peux vraiment le comprendre. Et je pense que ça peut être très bénéfique pour la société en général. Je pense que pouvoir se mettre dans les chaussures de l'autre, comprendre l'autre et sentir qu'on est vraiment tous euh, une même espèce et qu'on fait partie d'une même conscience, je pense que ça pourrait apporter énormément à notre société. Ça va aussi développer une vraie conscience écologique. Quand je parle d'une vraie conscience écologique, c'est pas juste je vais acheter une voiture électrique ou on va avoir des panneaux solaires, c'est vraiment une vraie conscience que on est sur un joyau, on vit vraiment sur une planète qui est un joyau et qu'on doit protéger. Et que ben, l'arbre, l'insecte, le champignon, le chat, eh bien, on est aussi connecté, on fait partie aussi d'une tribu. Et même si on a des formes physiques différentes, on est tous connectés et ça a vraiment un impact. Et on n'est plus le même après une séance comme ça. On est complètement différent. On est vraiment beaucoup plus connectés. Alors, ça va apporter aussi plusieurs calmes,
plus d'empathie. Ça permet de prendre du recul aussi. On a un peu tendance, de nouveau, avec ce réseau mode par défaut, à tourner en boucle parfois, avoir des ruminations sur des détails. J'ai fait une griffe dans ma voiture ou je paye une facture. Et finalement, on prend un peu de recul et on se dit, ben, finalement, c'est pas si grave que ça et ça va bien. Ça apaise les choses, en tout cas. Et maintenant, il y a tout un pan. On ne sait pas encore tout ce que ça peut apporter. Ça, c'est l'avenir qui nous le dira. Mais je pense que ça pourrait vraiment être bénéfique, une fois encore, de le faire bien, de le faire en étant bien informé et de ne pas le faire n'importe comment. Mais je pense que ça peut être vraiment bénéfique pour tout le monde. Vraiment. Et alors, qu'est-ce qu'on peut dire de l'avenir? Alors, mais l'avenir, je pense que, comme on l'a dit tout à l'heure, quand on parlait du chamanisme et de l'impact qu'on peut avoir sur les consommations, il faut d'abord rééduquer les gens. Rééduquer les gens au niveau des psychédéliques, donc expliquer que ce sont effectivement des substances bénéfiques, qu'elles font partie d'un arsenal thérapeutique considéré comme la plus grande percée thérapeutique des dernières décennies. Hein, c'est la FDA qui a dit ça. Mais il faut aussi rééduquer les gens sur l'impact qu'ils ont en prenant ces substances. Donc, reposer un cadre, reposer peut-être même une charte éthique de la consommation. Je pense qu'il faudrait permettre aux gens de pouvoir consommer, mais en les informant correctement. Il va falloir former, même si c'est pas encore le cas maintenant, si c'est pas encore légal, il va falloir former des thérapeutes parce qu'on va en avoir besoin. On va avoir énormément de demandes une fois que ça sera autorisé. Il faut pas oublier qu'une séance sous psychédélique, ça dure une journée. Donc, les thérapeutes, eh bien, s'ils se spécialisent là-dedans ou si ça fait partie de leur arsenal thérapeutique, ben, ils vont être encore moins disponibles. Il faut quand même réfléchir à ça, c'est se dire cliniquement ou au niveau thérapeutique, comment on va faire? Comment on va faire concrètement pour accueillir des gens pendant une journée? Un thérapeute, quand il fait une séance d'hypnose, c'est 1 heure, 1 heure 15, 1 heure et demie. Là, c'est une journée complète. Comment j'immobilise une journée pour une personne? Donc ça, il va falloir y réfléchir. Il va falloir réfléchir même à former des gens qui ne sont pas thérapeutes, des citeurs, parce qu'il y a des gens qui voudront explorer leur inconscient, explorer les consciences dans les états modifiés, etc. Et je pense qu'il faut former les citeurs et bien les former. Interdire ne sert à rien. Interdire ne sert à rien parce que d'abord, comme je l'ai dit, ne soyons pas naïfs, il y a énormément de gens qui utilisent déjà les psychédéliques, que ce soit en microdosage ou en dose plus haute. Par exemple, on estime qu'on consomme 4 fois plus à l'heure actuelle de LSD qu'à la période où c'était autorisé. Et on peut se dire, c'est uniquement les chiffres qu'on a, donc on peut imaginer que c'est beaucoup plus. Euh, il y a d'autres substances, par exemple aux États-Unis ou en Amérique centrale, comme l'ayahuasca, où il y a énormément, on en a parlé, il y a énormément de gens qui vont la consommer. Donc, je pense qu'il faut vraiment bien informer les gens, pardon, informer nos politiques. Je pense qu'il faut informer les médias, et que les médias fassent bien leur job. Et il faut former des gens, des citeurs et des thérapeutes. Je pense aussi qu'il faudrait décriminaliser l'utilisation de ces substances. D'ailleurs, il y a un organisme que je suis particulièrement qui s'appelle Decriminalize Nature, qui en 2019 a réussi à faire voter à Auckland l'autorisation de consommer et de cultiver des substances comme le cactus à peyote, le San Pedro plutôt, euh, la psilocybine et d'autres substances pour des fins personnelles. Donc, pas à la revente, pas à des fins thérapeutiques, mais on peut les consommer sans encourir le moindre risque. Et Decriminalize Nature, maintenant, passe d'État en État aux États-Unis pour décriminaliser État par État la possibilité d'utiliser ces produits. Est-ce Je que tu pense peux nous dire la différence entre décriminaliser et oui. légaliser? Alors, décriminaliser et légaliser, c'est-à-dire qu'il y a une étape qui consiste à on peut utiliser on autorise uniquement à des fins de recherche clinique, c'est ce qu'on est en train de faire avec la MDMA, par exemple, on est en phase 3, hein, on autorise l'intérêt clinique pour les substances, mais uniquement clinique. Par exemple, en Suisse, il y a, c'est d'ailleurs les seuls, je pense, qui ont maintenant des cliniques, des accueils où on peut, en Europe, aller se faire soigner, mais uniquement pour les autochtones, ça c'est super important, uniquement les autochtones peuvent aller dans ces cliniques se faire accompagner en thérapie. Ça, c'est la partie, on va dire, décriminalisée. Ensuite, on va Juste quand légaliser. même dire que Oui,
Non, là, ce sont complètement des études et on n'est pas du tout Oui. dans la décriminalisation. Ce sont des CHU, donc des centres hospitaliers universitaires qui ont des dérogations spéciales. On a des études en Belgique, je crois que peu de gens le savent. Et on a en France de plus en plus d'études, hein, dans de plus en plus de villes, il y a des CHU qui font des études avec des patients qui ont des dérogations spéciales. Alors, c'est différent, mais je crois que c'est assez peu connu. Et d'ailleurs, je pense qu'ils restent relativement discrets aussi, ces centres hospitaliers. Pas tellement parce qu'ils ont honte de ce qu'ils font, mais je pense qu'ils ont aussi un peu peur d'avoir un afflux de Oui, tout à fait. personnes qui viennent se renseigner, qui viennent demander de l'aide de ce côté-là. Tout à fait. Et donc, on en est là. Pour le moment, on a des autorisations, des dérogations au niveau clinique pour faire des études, mais on n'a pas vraiment d'endroit où on peut consommer personnellement, comme on veut, comme on l'entend, des substances. Donc, on en est encore à la phase étude pour le moment en Europe, mis à part, comme je disais, Genève, où il y a un centre où on peut se faire soigner. Mais effectivement, uniquement pour les autochtones, donc ils ont bien encadré la chose, uniquement pour les personnes résidant en Suisse et étant suisses. Voilà. Décriminalise Nature essaye maintenant que ça soit dans le monde entier, mais ça va prendre du temps, je pense. Et la légalisation, ce serait quoi? Alors, la légalisation, ben, ça serait justement de pouvoir travailler avec ces substances-là en tant que thérapeute, hors études cliniques, donc vraiment, comme on ferait avec le MDR, l'hypnose, de pouvoir accueillir des gens chez soi pour des séances de thérapie assistée par psychédéliques et de pouvoir, même à des fins personnelles, psychonautiques, utiliser des substances comme le champignon, le LSD, et d'y avoir accès facilement, soit en pharmacie ou dans d'autres smart shops ou coffee shops comme on a en Hollande, par exemple. C'est ça la grande différence. C'est vrai qu'en termes de thérapie, tu disais, bah, le thérapeute, il devra consacrer une journée, mais aussi le patient, ben, comme le thérapeute lui consacre une journée, c'est aussi des thérapies qui ont un certain coût. Et donc, ce qu'on peut se dire, c'est que ça va encore prendre du temps avant que les mutuelles et la sécurité sociale remboursent ce genre de thérapie. Ce qui est dommage, puisqu'effectivement, les, toutes les études qui sont en cours en France, en Angleterre, euh, en Suisse, enfin, sont tout à fait positives, donnent des résultats qui sont quand même surprenants. Et c'est vrai qu'on a déjà des thérapies efficaces pour les traumas, par exemple, et pour de nombreuses thérapies. Mais c'est vrai qu'on cale toujours sur des dépressions résistantes, qu'on cale sur les troubles obsessionnels compulsifs. Quoi qu'on en dise, effectivement, il y a des syndromes de stress post-traumatique qui résistent aussi aux thérapies actuelles et que toutes les personnes sont en souffrance, notamment par rapport à la fin de vie, hein, c'est vrai que ça apporte des résultats probants et qu'on ne peut que appeler de nos voeux que la loi change et en tout cas qu'il y ait un assouplissement par rapport à tout ce qui est thérapeutique et bon, exploration de la conscience. Oui, on l'espère vraiment. Maintenant, comment faire bouger les choses, ça c'est compliqué. C'est le monde politique. Il faut pouvoir rencontrer ces gens, les convaincre, peut-être effectivement, peut-être développer une organisation des Criminalize Nature en Belgique. Ça pourrait être intéressant. Et leur démontrer l'efficacité, les résultats cliniques. Je veux dire, il y a pléthore maintenant, même sur Internet, hein, c'est très facilement disponible. Je parlais de MAPS. MAPS met en ligne toutes ces études cliniques, ces rapports sont disponibles à tout le monde. Donc tout ce dont on a discuté est tout à fait accessible. Euh, je pense qu'il faut vraiment pouvoir aller proposer ça aux politiciens pour qu'ils prennent conscience de l'intérêt thérapeutique. Effectivement, à l'heure actuelle, au niveau pharmacologique, pour les stress post-traumatiques, on a deux solutions et ces médicaments ne règlent pas le problème, ils règlent juste les symptômes. Mais le problème est toujours là. Donc, on ne guérit pas les gens. On leur permet de supporter leur stress, mais on ne les aide pas. Il faut savoir quand même que, selon les études, 50% des gens sont complètement insensibles aux antidépresseurs. C'est énorme, c'est une personne sur deux. Donc, ça veut dire qu'une personne sur deux prend des antidépresseurs peut-être depuis des années pour rien, avec les effets secondaires qu'on peut imaginer. Oui, Alors que parce là, que on est... ce que les études ont montré, c'est qu'en fait, les antidépresseurs
qu'on prend, eh bien, agissent sur les récepteurs à la sérotonine au centre du cerveau, alors que avec les psychédéliques, puisque je trouve que c'est important de le souligner, puisque tu as justement parlé de la sérotonine par rapport aux psychédéliques, et donc les gens ne vont pas comprendre en disant, mais les psychédéliques, ça fonctionne aussi pourtant sur la sérotonine, c'est qu'en fait, ça interagit avec d'autres récepteurs à sérotonine, bien sûr, mais par exemple sur tout le cortex. Hein, donc, le ciblage, je dirais, est différent. Tout à fait. Et l'avantage, c'est qu'on a des substances avec très peu d'effets secondaires, voire pas du tout. Des substances qui sont complètement naturelles, et ça a un impact aussi, je pense, sur la santé. Et donc, on ne peut que avancer là-dedans. Si les États-Unis, il faut quand même savoir que la FDA, bon, sont des personnes assez rigoureuses. Si la FDA a autorisé ces recherches, avec vraiment comme constat que l'approche psychédélique, l'approche thérapeutique par psychédélique, est vraiment l'avancée la plus importante en psychiatrie de ces 40 dernières années. C'est pas rien, quoi. On peut pas, ça serait criminel de passer à côté de ça. Vraiment. Mais une fois encore, il ne faut pas faire ça n'importe comment. Il faut éviter cet effet qu'on a eu à l'époque des 60s où ça échappe complètement, ça devient hors contrôle et ça devient n'importe quoi. Donc, il faut faire les choses, mais bien les faire. Bien, c'était passionnant. Est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose pour conclure cet entretien qui, je pense, va intéresser beaucoup de monde et dans lequel beaucoup de monde vont apprendre beaucoup de choses? Mais, moi, je voulais surtout te remercier pour ton ouverture d'esprit, parce que bon, ben, on sait que c'est un sujet encore un peu touchy hein, dans le monde de la thérapie. Donc, je voulais te remercier pour ton ouverture d'esprit et de m'avoir donné l'occasion de présenter très succinctement l'intérêt de ces psychédéliques. Alors, je me disais que ça serait peut-être intéressant de présenter un ou deux ouvrages, si tu me le permets. Je pense que ça peut être intéressant. Bien Alors, sûr. évidemment, l'incontournable hein, d'Aldous Huxley, Les portes de la perception. Donc là, il raconte sa propre expérience sous mescaline, expérience enrichissante. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, Les portes de la perception, c'est le titre qui a donné le nom au groupe Les Doors. Donc, c'est-à-dire que les Doors, en fait, ont choisi ce nom après avoir lu le livre. Un On excellent dira aussi, livre. Adolphe Seclet est d'ailleurs décédé en prenant, c'était son choix, hein, de prendre ce type de substance. Et aujourd'hui, d'ailleurs, il y a beaucoup d'études et beaucoup d'intérêt par rapport aux psychédéliques pour les fins de vie parce qu'on pense que ça pourrait être une alternative au suicide assisté en Suisse, par exemple, et aux demandes d'euthanasie parce qu'effectivement, la personne change complètement son rapport par rapport à ses douleurs et au décès. Et je ne me souviens plus comment elle s'appelle, cette Anglaise qui a mis au point les soins palliatifs il y a de nombreuses années de cela maintenant. Et elle aurait voulu pouvoir utiliser les psychédéliques, mais le cadre légal ne le permettait déjà plus. Mais donc, c'est aussi Adolphe Seclet qui est vraiment quelqu'un qui, pour sa fin de vie, a utilisé ces psychédéliques. C'est vrai, c'est vrai. J'avais oublié ce fait. Tu fais bien me le rappeler. Un autre livre qui est pour moi incontournable pour s'intéresser aux psychédéliques. Alors, c'est un merveilleux travail de recherche. On reprend vraiment tout l'historique beaucoup plus en détail que ce qu'on a présenté ici. On peut voir effectivement les interactions politiques, etc., mais aussi toutes les applications en détail, les présentations des études, des psychédéliques. Et d'ailleurs, ce livre a fait l'objet d'une mini-série sur Netflix en 4 épisodes où on présente la psilocybine, le LSD, la mescaline et la MDMA, où on peut voir justement de très belles séances et des témoignages de personnes qui ont vécu ces thérapies. Et Alors, donc, il s'intitule Voyage aux confins de l'esprit. c'est ça. Alors, pour moi, la référence francophone, et d'ailleurs, comme tu l'as dit, il sera parmi nous à ce forum psychodélique et conscience, notre ami Olivier Chambon, qui a écrit plusieurs ouvrages que je vous recommande. Donc ici, on a la médecine psychédélique, la révolution psychédélique, l'éveil psychédélique, et son petit dernier, qui est très intéressant, qui est un ensemble de témoignages, justement de thérapeutes travaillant en Suisse principalement, mais aussi aux États-Unis, qui travaillent avec les psilocybés, l'ayahuasca, etc. Et on peut voir un petit peu leur avis sur l'intérêt de ces thérapies, comment ça se passe, et on voit vraiment les différences aussi culturelles et approches.
avec le paradigme matérialiste ou post-matérialiste. Il y a aussi les livres de Stanislas Grof, puisque Stanislas Grof est quand même un des pionniers de la thérapie psychédélique. Et il faut savoir qu'il avait créé la respiration holotropique au moment où les psychédéliques sont devenus interdits, en espérant pouvoir retrouver en fait ces effets qu'il avait dans ses séances. Quoi. Voilà. Nous avons d'ailleurs parlé de ça avec Stéphane Alix hier, donc dans l'interview qu'on peut aussi trouver sur cette chaîne. Je ne manquerai pas d'aller voir ça. Voilà. Je te remercie et à très bientôt. Un grand merci à toi, Christophe, et on te retrouve donc au forum Les psychédéliques entre sciences et conscientes, donc, qui a lieu en distanciel le 17 septembre 2023. Merci beaucoup. À très bientôt. À Au très revoir. bientôt.